Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler sport mécanique, on va parler Formule 1 et on va parler d'une légende de la Formule 1 qui nous a quittés il y a 2 jours, c'est Niki Lauda. Alors on va faire une petite vidéo pour lui rendre hommage et puis surtout pour voir son impact dans la Formule 1. Alors c'est vrai que quand on parle Niki Lauda et quand on dit le nom de Niki Lauda, à chaque fois dans l'esprit des gens, dans l'esprit du grand public, c'est son accident au Nürburgring en 76 où il est passé vraiment à 2 doigts de la mort. Mais résumer la carrière de Niki Lauda à ce seul événement, c'est un petit peu réducteur. C'est quand même le seul champion du monde. Et à chaque fois qu'on parle de lui, on ne parle jamais de lui pour ses titres. On parle toujours de lui pour une année où ça s'est pas très bien passé avec un accident extrêmement grave, ce qui est quand même dommageable. Alors Niki Lauda, il a une carrière qui est, avant d'arriver à la F1, qui est assez étonnante. Même ses débuts en F1 sont pas simples. Pendant très longtemps, il est un petit peu en difficulté, Niki Lauda. Alors, il est né dans une famille bourgeoise en Autriche. Ce qui le différencie un petit peu de certains pilotes de F1 parce que à l'époque beaucoup de pilotes de F1 étaient d'anciens mécanos dans des équipes qui venaient plutôt de familles qui étaient plutôt modestes et étaient arrivés en F1 après un passé de mécanicien, ou après il y avait d'autres cas comme le baron von Tripp qui eux étaient des bourgeois et qui avaient toujours eu des moyens pour accéder à la F1. Niki Lauda fait plutôt partie de cette deuxième catégorie. Sauf que la différence avec cela, c'est que ses parents ne le soutiennent pas du tout. Ils ne veulent pas du tout entendre parler de sport mécanique. Donc, il commence en Mini Cooper. Et puis ensuite, assez vite, il va avoir plutôt des bonnes performances en tourisme. Et il va se dire, tiens, je vais m'acheter un volant de F1. Sauf qu'à ce moment-là, il n'a pas d'argent. Parce que ses parents ne l'aident pas du tout. Mais il a l'avantage, c'est que ses parents sont assez connus. Donc, il va prendre énormément de crédits. Il va prendre des crédits sur des crédits sur des crédits sur des crédits, ce qui lui permettent de faire une première saison chez March, qui était une équipe un petit peu amateur, c'était une équipe qui construisait des châssis, qui mettait à l'intérieur un moteur de Ford Cosworth V8, qui était le moteur qui a permis d'être champion du monde pour Graham Hill, pour Jim Clark dans les années 60. Donc qui était un dérivé de ce moteur-là, qui a fonctionné jusque dans les années, milieu des années 80, le moteur Ford Cosworth. Donc il fait une première saison en 72, pas de points, pas des performances exceptionnelles, mais à partir de 73, il commence vraiment à se faire remarquer en tourisme, à Spa principalement, il va remporter des courses. Et puis en F1, il va commencer à marquer quelques points. Lors d'une course, il marque 2 points et il va être repéré très vite par le commendatore, par Enzo Ferrari qui dirige la Scuderia à l'époque, la Scuderia qui est un petit peu au fond du gouffre en 73, avec des pilotes qui n'ont pas vraiment réussi. Leur dernier titre remonte je crois en 64. Et depuis, ça ne marche pas vraiment. La mort de Lorenzo Bandini en 67 à Monaco, et puis après derrière, la période Jackie X qui n'a pas été un carton, et un manque de victoires et surtout de titres depuis cette période-là qui commence à énerver un petit peu le directeur de Ferrari. Il repère ce pilote-là et se dit tout de suite, ce mec-là, je sens qu'il peut être champion du monde. Et donc, il va le recruter à la Scuderia. Et c'est une chance, parce que March demandait à Niki Lauda de rembourser ses paiements pour la voiture, sauf qu'il ne pouvait pas le faire. Il avait emprunté beaucoup trop, il avait trop de crédits sur le dos, et il ne pouvait plus rien faire. Donc, carrière assez atypique. 74, très bonne saison, mais qui ne lui permet pas de remporter le titre. Il réorganise totalement Ferrari, qui à l'époque s'en sort pas très bien. Il arrive en même temps qu'un autre personnage de la Formule 1, c'est Luca Di Monzemolo chez Ferrari, qui sera directeur de Ferrari lors des titres par exemple de Michael Schumacher. Mais également, ça sera l'homme important dans les titres de Schumacher également, avec Jean Todt. Et donc il devient champion du monde en 75. Assez largement, en dominant la saison. Il fait énormément de pole position et remporte beaucoup de victoires.
Ensuite, il y a son accident en 76. Il redeviendra champion du monde en 77. Retraite après 2 ans chez Brabham en 79, parce qu'en 77, il part de chez Ferrari, mécontent d'avoir été relégué pilote numéro 2. Et puis, il reviendra chez McLaren après 3 ans de retraite en 82 et deviendra champion du monde en 84. Il prend sa retraite de pilote de F1 en 85. On fait rapidement sa biographie. Pas forcément l'intérêt de cette vidéo. Bien entendu, pour tout le monde, ça reste la saison 76, la saison marquante. Sa bagarre avec James Hunt, qui a eu le droit à un film. Il n'y a pas 150 films sur la Formule 1 dans le monde, sur les sports mécaniques. Et c'est vrai que cette histoire, elle est incroyable, avec 2 pilotes qui sont très différents. Niki Lauda, qui était surnommé l'ordinateur, c'était pas un compliment à l'époque, même ce surnom de l'ordinateur, parce qu'on le considérait comme froid, on le considérait comme calculateur. C'était pas vraiment apprécié par le monde de la Formule 1, comme le surnom de professeur pour Alain Prost, c'était pas forcément un compliment au tout début. Il y a donc d'un côté un homme qui est très froid, qui est une machine, face à James Hunt, qui est plutôt un flambeur. Et puis en plus, après l'accident, il y a vraiment une opposition entre d'un côté le mec qui est passé à 2 doigts de la mort, qui est défiguré par son accident, brûlé en grande partie au niveau du visage, et de l'autre côté, James Hunt, qui est un beau gosse, qui est un flambeur, qui peut coucher avec n'importe quel mannequin. Il y a une vraie différence de personnage entre les deux. Et ce qui fera cette opposition sera fantastique, avec aussi un James Hunt qui est dans une équipe qui encore 12 mois avant, il était dans une équipe qui avait fait faillite. James Hunt, chez Escate. Donc il se retrouve chez McLaren. Et chez McLaren, il va faire une saison incroyable. Il profite également de l'accident de Lauda, mais il est déjà pas forcément au top, Lauda, à ce moment-là, face à James Hunt. James Hunt fait un énorme... refait totalement son retard. Et on a cette bagarre au Mont Fuji où Lauda, la course qui se déroule sur un nouveau circuit au Japon, le circuit du Mont Fuji, des trompes d'eau. Je rappelle que c'est en bas du Mont Fuji. Le circuit, donc en altitude, des trompes d'eau. Tout le monde refuse le départ de la course sauf quelques pilotes et Niki Lauda ne va faire qu'un tour de course. Ça ne sera pas apprécié par le Commendatore qui décidera de le reléguer 2e pilote en 77. Mais dans cette saison 76, elle est marquante parce que de toute façon, du côté de la carrière de Lauda, il y a un avant et un après Nürburgring 76, très clairement. Et ça se voit également dans les statistiques, ce n'est plus le même pilote après 76. Ce qui est incroyable, c'est de voir que jusqu'en 76, il fait énormément de pole position. Il a 24 pole position dans sa carrière. Il y en a 21, elles ont lieu avant Nürburgring 76. Les 3 dernières auront lieu pour 2 en 77, pour une en 78. Et quand il sera champion du monde en 84, qui est une performance, ce qui n'est pas arrivé souvent, et surtout ce qui n'est pas arrivé sur des saisons à 15 Grands Prix, eh bien, il est champion du monde sans faire une seule pole position, ce qui est incroyable. Donc Niki Lauda, c'est une gestion de course. C'est une gestion de championnat, c'est pour ça qu'on le surnomme l'ordinateur. Et c'est ça qu'il a apporté au monde de la F1. Ce qu'il a apporté au monde de la F1, c'est ça, c'est le fait de manager ses saisons, de calculer pour savoir que des fois il ne faut pas prendre forcément le maximum de risques, il faut mieux marquer des points plutôt que de vouloir à tout prix la victoire. Dans les années 70, c'était pas vraiment la réflexion de l'époque. Les pilotes voulaient la victoire à tout prix, que ce soit Graham Hill, que ce soit Jim Clark, et souvent en perdaient la vie. Johan Rindt également, son collègue autrichien, qui est le seul champion du monde à titre posthume en 71, après un accident mortel du côté de Monza. C'est vrai que Niki Lauda, il prend beaucoup moins de risques après coup. Et en 77, il devient champion du monde avec simplement 3 victoires au classement et 2 pole positions, ce qui n'est pas énorme. Quand on voit maintenant les saisons de Lewis Hamilton ou de Sebastian Vettel, on se dit c'est incroyable. Mais oui, il devient champion du monde avec très peu de points. Et surtout, Niki Lauda, vraiment, il y a un avant et un après, parce qu'en 82, à partir de 82, il remporte des courses, beaucoup de courses même, mais sans jamais prendre la pole position. Ce qui est assez incroyable. Il arrivera même des fois à partir de très très loin. Lors du 400e Grand Prix, je crois qu'il part de la 10e position sur la grille, il arrivera quand même à battre Alain Prost, son coéquipier. Et ça, cette manière de manager
un petit peu des championnats, il va en inspirer d'autres. Michael Schumacher, par exemple, mais il inspirera surtout ses coéquipiers. Deux de ses coéquipiers. Pedro Piquet, qui sera également triple champion du monde, et puis Alain Prost, quand ils sont ensemble chez McLaren, où ils auront de très très bonnes relations avec Alain Prost. Pendant toute leur carrière, même, ils auront de très très bonnes... pendant tout leur passage chez McLaren, ils auront de très très bonnes relations entre un Alain Prost, qui à ce moment-là est un jeune loup, qui abandonnait régulièrement, face à un Niki Lauda qui était le super calculateur. Et donc il sera champion du monde en 84, premier champion du monde avec un moteur Porsche, du côté de la McLaren, en ayant fait une très très bonne saison. Les McLaren dominent cette année-là et réalise 5 victoires, mais sans jamais faire de pole position, ce qui semble assez incroyable. Et en réalisant 5 fois le meilleur tour en course, donc il savait attaquer au bon moment. Je pense que c'est ça qui restera de Niki Lauda en F1. C'est pas forcément un pilote sur-attaquant, mais c'est ce côté pilote qui savait maîtriser les risques et qui savait à quel moment il fallait prendre des risques et à quel moment il ne fallait pas en prendre. Et ça se passe au moment de ce tournant de sa carrière, cet accident en 76 du côté du Nürburgring. Mais voilà, j'aimerais qu'on arrête de résumer la carrière de Niki Lauda au Nürburgring. C'est quand même un triple champion du monde. Alors, dans le panthéon de la F1, à quelle place il se situe ? C'est difficile à dire. Moi, je le mettrais sur le podium du panthéon de la F1. Pour moi, il y a Fangio qui reste au-dessus, parce que faire 5 titres de champion du monde à une période où il y avait facilement 2-3 morts par an sur les circuits, où les voitures étaient inconduisibles, il n'y avait pas d'aileron avant, c'était assez instable, la fiabilité n'était pas exceptionnelle, les pilotes conduisaient dans des conditions qui étaient atroces, de l'huile parfois qui vous sautait au visage, c'était vraiment l'huile brûlante au visage, avec simplement 2 lunettes d'aviateur et puis un bonnet, quoi. C'était ça un petit peu, donc c'était incroyable. Pour moi, Fangio reste au-dessus. Mais après, il y a Schumacher, mais après, parce qu'il y a 7 titres pour Schumacher, et puis qu'il y a une domination certaines années qui était sans partage. Mais pour moi, il est 3e, parce que même devant Alain Prost, ou au même niveau qu'Alain Prost, du moins, parce que pour moi, il est quand même revenu d'entre les morts, Niki Lauda. On lui a quand même fait l'extrême onction, ce qui est quand même incroyable. Revenir 6 semaines après, en 76, c'est incroyable. Sa saison 76, elle est plus incroyable que ses saisons de champion du monde. Mais aussi parce qu'il a inventé une manière de faire de la F1, c'est-à-dire en calculant énormément, ce que ne faisaient pas les pilotes auparavant. Et ça, je pense que c'est différent de tout pilote de Formule 1, et ça a permis à Alain Prost de remporter son titre en 86, en manageant sa saison magnifiquement bien, ou à Piquet de remporter son premier titre de champion du monde en 81, parce que en ne prenant pas trop de risques à certains moments, en étant très calculateur. Il a inspiré des générations de pilotes qui sont devenus comme ça par la suite, et puis ça reste le seul champion du monde autrichien, parce qu'il y a eu des bons pilotes autrichiens, ils sont 2, il y a aussi Johan Rindt, mais c'est le dernier champion du monde autrichien, même s'il y a eu des bons pilotes après derrière, comme Gerhard Berger ou Alexander Wurz, ils n'ont jamais réussi à être champion du monde ensuite, ces pilotes-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je rappelle qu'on fera le débrief du Grand Prix de Monaco, alors normalement mardi, même si je regarderai de la course avec un jet différé, parce que je ne suis pas chez moi dimanche. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!